Allez, 17. Bonsoir. Je me répète, je sais. C'est presque aussi bien que Bernard Pivot à une certaine époque. Bon, alors. Bonsoir, deuxième. Donc effectivement, j'ai créé cette entreprise Genovix voici presque 12 ans pour développer et prouver par la pratique la réalité des effets du procédé imaginé par Joël Sternheimer après un long cheminement qui a commencé en physique théorique au début des années 60, du siècle dernier, ça ne me rajeunit pas, et qui a permis des constats que j'expliquerai en physique des particules, et après des transpositions en biologie qui ont amené à un procédé montrant que certains types de suites de sons particuliers, eh bien, les musicaux, accordés comme les musiques, peuvent avoir des effets biologiques. Excuse-moi, cette musique, je l'avais de Oui, il faut demander à ce qu'on éteigne la non, musique. il faut leur demander, En règle générale, ils l'éteignent. Voilà. Ça, c'est la musique ambiance du restaurant. Voilà. Mais qu'il faut la mettre moins fort. Bon. Parce qu'on ne comprend pas les tailles. On peut la couper. Non. Ah ouais, ils peuvent la couper. Oui, ils peuvent la couper. Allez, allons-y. Voilà, donc je vais vous parler. Moi, j'ai rencontré Joël Sternheimer en juin 2007 à l'occasion d'une conférence qu'il donnait dans le cadre de l'UER, l'Université européenne de la recherche, qui était active à l'époque, qui est en sommeil. Non, oui, à l'ancienne école polytechnique, c'est ça. Dont la fonction était notamment de permettre à des chercheurs de présenter leurs travaux avant publication ou de présenter l'état d'avancement de leurs nouveaux travaux. Et c'est très utile. Et j'avais repéré le fait que Joël Sternheimer avait parlé de ses travaux un jeudi soir, je me souviens. Et donc j'étais ce soir-là, j'y suis allé. Et ce qu'il racontait m'a beaucoup étonné. Et il expliquait que depuis 15 ans, il démontrait que ça marche. Et je me suis dit, bon, bah, s'il continue comme ça, dans 15 ans, il continuera à démontrer que ça marche, mais il faudrait changer un peu d'échelle et commencer à passer à des applications de manière plus systématique. C'est ce que je lui ai proposé quelques semaines après. Il m'a dit, bon, bah, écoutez, si vous en chargez, je veux bien. Ah oui, comme ça. Et voilà, et c'est comme ça que de fil en aiguille, avec Pedro Ferrandis, qui l'accompagnait depuis une bonne quinzaine d'années. Pedro Ferrandis est ingénieur en agroalimentaire et il avait rencontré Joël Sternheimer par l'intermédiaire de son prof de guitare. Il lui a dit, tiens, je vais comprendre le marrant. Il avait trouvé passionnant aussi ce que faisait Joël. Et c'est lui qui a le premier prouvé des effets sur les tomates dans le jardin de ses grands-parents. Et qui a piloté pas mal d'essais, qui avait acquis le savoir-faire pratique. Et donc on a créé l'entreprise tous les deux. Voilà, donc, mais avant de vous expliquer ce qu'on fait, je vais remonter. C'est quoi comme statut de la CRL? C'est une SRL. Une SAS. Il n'y a que deux membres. Non, on était 5 lors de la création de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes 61 actionnaires. On a nos actionnaires, dont je fais partie évidemment, au total, nous ont apporté environ 650 000 € sur 10 ans pour soutenir le développement de l'entreprise. Il y a des personnes morales dans les actionnaires? Aucune. Non, c'est Uniquement des personnes privées. Quel est le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires est de l'ordre cette année de 240 000 €. Donc ça reste petit. On progresse de 10-15% par an, c'est très lent. Et on progresse. C'est énorme. Et on a cette année de 180 clients. Ce qui est pas mal. Qui sont disséminés sur combien Non, de continents et de pays? Bon, je vais pas parler tout à l'heure. Non, c'est principalement en France. Mais je vous parlerai du domaine de l'étendue des applications et des clientèles. Tout à l'heure. Mais évidemment, c'est important en termes de. Il y a combien de pays qui sont appliqués? Donc, pratiquement c'est que la France. On a quelques petits. Il y a la Suisse aussi. Oui, la Côte d'Ivoire. Non, pas Côte d'Ivoire. Il y a eu un essai de au Sénégal, mais ça n'a pas été là-bas. On a un client en Suisse. Les lessons learned, vous avez pratiqué? Quoi? Les leçons apprises. C'est-à-dire le retour d'expérience. Bah, évidemment, on fait ça. Bon, mais justement, quand vous parlez du Sénégal qui n'a pas été. Ah non, mais ça c'est. Non, en fait, j'ai une question. J'entends, mais je ne veux pas. Voilà, oui, arrête de l'embêter. On passe sans un dialogue. Gardons ça pour le débat. Oui, voilà, c'est ça. Il faut laisser s'exprimer. Question sans un, mais pas de dialogue. Bien, alors, donc, il faut quand même remonter un peu dans l'historique pour comprendre d'où ça sort.
Et le premier point de départ se situe quand même à la fin du XIXe siècle, à l'époque où des chercheurs se sont intéressés à la nature de la lumière et ont commencé à se poser la question de savoir si elle avait une structure granulaire ou ondulatoire. Bon, bon, oui, évidemment, c'est bien la question, comme ça que la question était posée. Mal posé. Bon, mal posée, je n'en sais pas. Mais bon, bref. Donc, il y a eu donc, un certain nombre de travaux de fait par les expériences qui semblaient montrer que c'était plutôt des petites billes là, qui tapaient sur les pales de millions pour faire tourner machin, etc. Tu peux parler de toi, parce qu'il y a des gens Ah oui. bon, Il y avait donc Elle a du mal. il y a des expériences qui montrent qu'effectivement c'est plutôt une attitude de nature d'éléments physiques là, qui est une pression de lumière qui semble faire croire qu'il y a des petits grains de lumière qui viennent taper dessus. Bon, et puis d'autres expériences, notamment avec Planck, évidemment, ont montré l'aspect ondulatoire. Et le débat donc s'est poursuivi pendant une cinquantaine d'années pour savoir si la lumière est faite de grains de matière ou d'ondes. Et bon, un consensus commençait à se développer sur le fait qu'elle peut être les deux à la fois. Et en 1923, Louis de Broglie, donc prix Nobel de physique, a soumis sa thèse dans laquelle il a généralisé en fait ce concept qui avait déjà pris corps de dualité onde-matière, en expliquant que ce concept s'applique d'ailleurs à toute quantité de matière. Et il a établi l'équation qui permet de relier la quantité de matière à la fréquence de l'onde quantique associée. Mais son raisonnement était très simple, au niveau élémentaire, il y a des complications qu'on peut introduire, enfin au premier degré, il a dit, bon, je considère un élément de matière, et à un endroit donné, etc., quelle est son énergie. Bon, j'ai deux façons de la calculer. Il y a l'équation dite d'Einstein, qui est en fait, comme vous savez, le poids Exact. E égale MC2, bon, donc voilà l'énergie. Et puis, ben, si je considère que cette même quantité d'énergie s'exprime sous forme d'onde, ben, j'ai une autre équation qui est celle de Planck, E égale h nu. H constante de Planck, nu la fréquence. Et bon, il s'était pas compris, il a fait, a dit, ben, je peux écrire à un endroit donné, pour un élément donné, MC2 égale h nu. Bon, plus les éléments relativistes qui ont compliqué un peu, mais enfin bon, en première approximation, MC2 égale h nu. Et donc ça nous permet d'avoir directement le calcul de la fréquence de l'onde quantique associée à n'importe quelle quantité de matière. Voilà, donc Sternheimer, ça a été le point de départ des travaux de Sternheimer, après, au début des années 60, qui a regardé qui s'est intéressé avec son directeur de thèse, c'était au moment où il commençait sa thèse de doctorat à l'Université de Lyon. C'était qui? Le directeur de thèse, Flachot, c'était Flachot. Oui, bien sûr. Amateur. C'était qui? Mais Flachot. Plateau. Ah, le fameux plateau que vous avez rencontré. C'est ça, voilà. Ah oui, c'est un physicien théoricien. C'est une thèse de physique théorique. Bref. Donc, Sternheimer a regardé les masses des particules élémentaires. Il était déjà évident que la liste des départ est partie au hasard. Ça, d'autres l'avaient remarqué aussi. Mais la clé pour expliquer pourquoi c'était parti au hasard n'apparaissait pas. Et Sternheimer, en appliquant l'équation de de Broglie, a converti donc les masses des 80 particules élémentaires qu'on connaissait à l'époque. Aujourd'hui, on a une centaine, 200. Je n'ai pas suivi les dernières découvertes dans ce domaine, mais... Enfin, ils sont pas vraiment élémentaires. Oui, attention, parce que je parle des particules avec une certaine stabilité. Parce que, bon, évidemment, donc, 10
puissance moins 12,5 secondes. Je crois que c'est la durée au-dessus de laquelle certainement considère qu'on peut s'y intéresser en dessous. C'est des résonances. C'est tellement évanescente que je peux difficilement travailler dessus. Bien, donc c'est celle qu'on prépare, celle qu'on durée de vie mesurable pratiquement. Bref, en regardant les fréquences des ondes associées à ces particules élémentaires, il s'est aperçu, en appliquant des lois d'harmonie musicale, que, eh bien, elles pouvaient se placer sur une gamme. C'est-à-dire qu'elles avaient entre elles, les fréquences associées, des rapports harmoniques au sens musical du terme. C'est là déjà que commençait à intervenir la notion de musique. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est là qu'il faut faire une petite parenthèse, on reviendra plus tard, sur ce que c'est que la musique. La musique, c'est des sons, bien sûr, mais c'est pas n'importe quel son. Et surtout, c'est des sons qui ont des rapports entre eux, des rapports mathématiques. Bon, les théories de la musique sont bien connues. L'harmonie musicale, c'est fondamentalement une harmonie mathématique. Vous connaissez tous les termes, sans forcément savoir justement à quoi ils correspondent si vous n'avez pas creusé la question. La notion d'octave, ce sont les puissances de 2. À chaque fois qu'on multiplie, qu'on divise une fréquence par 2, on retombe sur la même note, entre guillemets, et parce que vous avez une résonance directe. C'est évident, ce plan physique. Les cordes, vous passez une corde au milieu, vous avez la fréquence double qui est émise. Bon, voilà. À l'oreille, ça sonne pareil. Oui, alors à l'oreille, on dit, tiens, c'est la même note, sauf que c'est plus haut. Alors qu'il est plus haut, et on reconnaît que c'est la même note. Et d'ailleurs, on peut se poser la question pourquoi. Parce que c'est bizarre. C'est quand même bizarre, mais ça c'est Jean-Claude Il est à 443 le là ou il est à 444? Attendez, on en parlera plus tard. C'est un détail qu'on pourrait discuter dans le débat. Rien à voir. Bon, parce que de toute façon, ce phénomène fondamental de résonance n'a rien à voir avec le là. C'est vraiment les résonances entre fréquences sonores, quelle qu'elle soit. Là, ça passe. Bon, le deuxième niveau d'harmonie, vous le connaissez aussi, c'est la quinte. Qu'est-ce que c'est que la quinte? C'est le rapport entre 2 et 3. Le premier rapport, l'octave, c'est entre 1 et 2. Le rapport suivant, c'est la quinte, c'est le rapport entre 2 et 3. Et toutes les fréquences qui sont dans un rapport de 3,5 ou de 2 tiers, ça va dans les deux sens, résonnent très agréablement à l'oreille. C'est joli ce truc-là. Voilà. Et parce que physiquement, ça s'explique. C'est un rapport très simple. Et le rapport suivant, il s'appelle la carte. C'est quoi? C'est le rapport entre 3 et 4, c'est le suivant. Et puis le rapport suivant entre 4 et 5, c'est la tierce. La tierce, ouais, bien sûr. Bon, et donc, vous voyez, et tous les rapports comme ça, entre les nombres entiers successifs, sont harmonieux. C'est aussi assez étonnant d'ailleurs. Jusqu'au 8/9e, qui est le coma, bon, et ça continue au-delà, mais au-delà, on n'arrive plus à percevoir les écarts. Si je peux me permettre une incise, il faut savoir que c'est Pythagore, qui était à la fois mathématicien, tout le monde connaît le théorème de Pythagore, philosophe, il a été initié par les grands prêtres en haute-Égypte, et il a créé une école philosophique où on ne parlait pas pendant 3 ans, en écoutant des maîtres avant de pouvoir s'exprimer, et également musicien, puisque c'est lui qui a défini la première gamme diatonique, qui a subsisté jusqu'au XVIe siècle. Elle existe encore, jusqu'à ce que Galilée, le père de l'astronome Galilée, qui était musicien, crée la gamme bien tempérée, qui a donné le piano bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. J'ai une petite... Que nul n'entre ici si vous êtes géomètre. Et je crois d'ailleurs que Steinheimer, enfin, la relation qu'il a trouvée, c'est entre les masses des particules, exprimées en termes de fréquence de Broglie, c'est sur la gamme tempérée, c'est pas sur la gamme de Pythagore. Alors, oui, c'est ce qu'il explique, mais je veux dire qu'il ne m'a pas convaincu. Non, alors je peux intervenir. C'est parfait, c'est la 12e partie de l'octave est liée directement au muon et au tao. Non, attends, mais je veux dire, ne critique pas Steinheimer, parce que pour une fois qu'il a fait quelque chose de bien, alors... Les puissances 1/10 de 2 n'existent pas dans la nature. Ah ben si, je suis désolé. Bon, enfin ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais là, on est dans le domaine du 1 à 2% d'écart. On J'ai refait les calculs.
t'attends pas plus dessus. Oui, bah tu vas voir, je vais te montrer le nu et le Oui, nu. t'as oublié ton bandoneon, tu peux pas nous Non, faire. laisse-le finir. Ça n'est pas grave. Ça n'est Ah, pas vas-y, grave. si c'est grave. Ça n'est pas grave. Bon, bref. Laissons-le Donc, terminer. oui, parce que là, on est encore très loin des applications. On est loin, là. Bon, et qu'on pourra faire dans le futur. Bon, voilà, le premier niveau, donc, premier niveau de constat, au niveau des particules élémentaires, bon, il a publié là-dessus, aux annales de l'Académie des sciences, ça n'intéressait personne, bon, si, ça intéressait De Broglie, évidemment, mais qui a soutenu ses publications, et ça n'a pas été plus loin. Bon, et puis le temps a passé, il a soutenu sa thèse, il a eu son doctorat, entre-temps, il a fait une petite carrière de chanteur, sous le nom d'Évariste. Il faut préciser qu'il était là aux États-Unis faire son postdoc avec Oui. Eugène Wigner. Vous savez qui est Eugène Wigner? C'est celui qui a demandé à Einstein d'écrire au président Roosevelt de lancer le projet Manhattan qui a mené à la bombe atomique. C'est pas rien, Eugène Wigner. Eh bien, il a travaillé avec Eugène Wigner, et comme Eugène Wigner finançait son postdoc avec des fonds militaires, parce que Eugène Wigner était un anti-nazi, bien sûr, c'est un juif hongrois, anti-communiste et tout, il était à fond pour la puissance militaire de la guerre. Steinheimer, qui était un gauchiste, n'est-ce pas, bobo, etc., lui a dit, ben non, moi je veux pas être financé par des fonds militaires. Pas tout à fait comme ça. Je corrigerai. Et Eugène Wigner lui a dit, écoutez jeune homme, vous avez des cheveux longs, si ça vous plaît pas, allez chanter dans les rues. Alors il l'a pris au mot, et c'est devenu un chanteur connu, Évariste, qui a fait des millions avec ses disques. Voilà, je corrige. La vérité. Alors, La vérité. en fait, Steinheimer avait effectivement un poste qui lui avait été alloué dans l'équipe de Wigner à Princeton. Et puis à l'époque, il a pris le bateau pour y aller. Il n'a pas les moyens de se payer l'avion. Donc ça prenait une semaine, c'était pas pour les mêmes raisons. Et donc. Lui, il a bien fait de venir. L'autre. À l'époque, il y en avait. Et donc, lorsqu'il est arrivé à Princeton, eh bien, le poste sur lequel il avait été invité à venir, avec recommandation de Broglie, bien sûr, était supprimé. Mais simplement dans le cadre d'une réallocation budgétaire pour toutes les recherches étaient orientées, les budgets avaient été réorientés vers tout ce qui pouvait contribuer à la mise au point d'armes pour la guerre du Vietnam. Et mobiliser la science au service de la guerre. Et évidemment, ça ne faisait pas trop de mais concrètement, le poste pour lequel il avait été invité était supprimé. Et donc, il était là en attente d'un nouveau poste quand même. Et puis, il gratouillait des gens sur le campus. Et un des profs français de Princeton lui a dit, mais toi qui joues la guitare, pourquoi qui chante là, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas comme Antoine, faire de la chanson? Et ça c'était en 67. Et à Noël 67, il est rentré en France pour les vacances, pour la famille. Et puis il connaissait un producteur de musique qui lui a dit, je peux vous financer un disque. Et il a sorti son premier 45 tours. Avec un titre qui a bien marché. Mais quel est donc l'animal qui inventa le calcul intégral? C'est pas poulet la nénette. Bon. Après ça, ça a marché. Et puis après ça, 68 est arrivé, donc il a eu d'autres chansons qui ont bien marché aussi. La Révolution, Je ne veux pas bouger le pignon, tout ça. C'était en 68 ans, Chevrolet. Voilà, oui, bien sûr. Il était dans un peu ridicule. Bien. Bref. Après ça, ça a duré quelques années, cette carrière de chanteur, je sais qu'il a trouvé assez chères études. Et c'est assez longtemps après, au début des années 80, que des amis biologistes lui ont dit, mais l'harmonie que tu as trouvée au niveau fondamental, au niveau des particules, la matière, est-ce qu'on n'en trouve pas des traces dans le vivant? Parce que la vie applique tous les concepts qu'on peut découvrir en physique ou en chimie, elle ne nous a pas attendus. Et donc, s'il y a une harmonie fondamentale au niveau de la matière, elle doit bien se retrouver quelque part dans le vivant. Ça, c'était déjà dans le bouquin de Schrödinger, qu'est-ce que la vie? Ah oui, absolument. Schrödinger, c'était un grand précurseur, Schrödinger. Tout à fait. Schrödinger, bien sûr, a posé la question dans ce livre, c'est un livre, qu'est-ce que la vie? Et bien sûr, il parle des effets de la musique aussi, d'ailleurs. Il a dit quelques mots. Et donc, Steinheimer ne connaissait rien à la biologie. Il a commencé à regarder des livres de biologie
Et puis il est tombé en regardant sur la synthèse des protéines, et ça lui a parlé sur le plan conceptuel parce que les protéines, c'est des grosses molécules, mais qui sont faites d'assemblages de molécules plus petites qu'on appelle les acides aminés. Ah. Ce sont des molécules, bon, avec du carbone, bien sûr, de l'azote, et puis un certain nombre d'autres molécules, mais elles ont toutes, on les appelle acides aminés, pourquoi? Parce qu'elles ont un radical acide, H, et puis un radical amine, NH. Bon. Et donc, le reste varie sur les molécules, mais voilà. Et alors, il y en a beaucoup des acides aminés, mais il se trouve qu'il n'y en a que 22 utilisés par le vivant. Ah. Là, on peut se poser la question aussi. Parce qu'il y en a d'autres que la vie n'a pas retenu. Il y a une sélection naturelle des acides. Il y a une sélection. Bah, oui, Ils sont orientés tous. Bah, bien sûr, Ils sont tous orientés. oui, mais ça c'est autre chose. Mais la raison, c'est pas dans les négociations encore, mais ce que montre Sternheimer, c'est que il a dit tiens, c'est marrant, c'est ce processus-là, ces petites boules qui s'assemblent pour faire la chaîne de protéines. Et ben, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'harmonique là-dedans? Et il a regardé les masses des acides aminés, il a appliqué l'équation de Lorentz, et il a dit tiens, bah bingo, ça marche. À 1 ou 2% près, je suis encore sur une gamme. Comme par hasard, les acides aminés qu'utilise le vivant ont des rapports harmoniques. Tous les particules élémentaires. Et oui, et c'est pour ça qu'ils ont été retenus par le fabuleux. Et c'est parce que justement, ils ont des rapports harmoniques. Les autres, bah, ça ne résonne pas, donc ça ne résonne pas la vie dans cette forme. Je les musiciens. Bah, sans doute, oui, il y a plus que ça. Bon, bref. Donc, ayant fait ce constat, il s'est dit, tiens, ça vaut le coup de creuser. Alors, il a regardé le processus de synthèse de protéines, et là, bon, ça c'est bien connu de tous les biologistes. Vous avez donc ces acides aminés qui sont à l'état libre dans les cellules. Et les cellules de tous les organismes vivants, à 99,9%, toutes les cellules qui ont un génome, eh bien, elles fonctionnent pareil. Que ce soit les eucaryotes. Oui, les eucaryotes. Qui ont, mais donc c'est 99,9% des vivants, actuellement. C'est pas les plus primitifs des organismes, enfin bon, on en a parlé une fois. Et donc, tous ces organismes fonctionnent pareil, hein, que ce soit un vertébré, un brin d'herbe ou un humain, au niveau cellulaire, ça fonctionne pareil. Simplement parce qu'ils ont une histoire plus longue, ils ont dû s'adapter à beaucoup plus de choses, ils ont la capacité de s'adapter à des changements d'environnement beaucoup plus importants que nous. Bon, voilà. Mais en dehors avec le petit génome, on sait quand même faire quelque chose, mais on n'a pas le génome le plus complexe le plus riche. Bref. Mais malgré ça, toutes les cellules fonctionnent pareil, et elles fonctionnent en fabriquant à tout moment les protéines dont elles ont besoin. Pourquoi? Parce que les protéines sont les clés du vivant. Les protéines, c'est un nom générique, mais ça comprend les enzymes, ça comprend de nombreuses sous-catégories qui sont à l'œuvre dans tous les métabolismes, dans toutes les interactions entre organismes et pathogènes, dans la photosynthèse, dans l'assimilation, la digestion, machin, tout ce qu'on veut. Bon. Et donc, ce sont vraiment les supports de tous les processus de la vie, les protéines. Bon, donc, évidemment, c'est très important pour les cellules, non seulement d'en avoir, mais de savoir les fabriquer. Et toutes les cellules ont des molécules spécialisées, qui sont aussi des protéines les plus grosses, qu'on appelle les ribosomes, et dont le métier, c'est de fabriquer de la protéine. C'est une sorte d'établi qui va assembler les acides aminés pour en faire une chaîne protéique. Alors comment ça se passe? Vous avez donc ces ribosomes qui sont là, dans les cellules, en attente des consignes pour faire le boulot. Vous avez au niveau du génome un processus qui fait qu'un gène va s'ouvrir, il y a une copie de l'information du gène qui est produite par un petit mécanisme là, sous forme d'un filament atomique, qu'on appelle l'ARN messager. Ce filament atomique, ensuite le gène se referme, le filament atomique est libéré, il va sortir du noyau, il y a des petits trous dans le noyau, c'est la partie dans laquelle il y a le génome. Le gène sort du noyau et arrive dans le cytoplasme, c'est la partie entre le noyau et l'ARN. Oui, l'ARN messager. Il sort du noyau et il arrive donc dans la partie entre le noyau et la membrane de la cellule. Là,
il va être capté par les ribosomes qui n'attendent que ça. Ils vont le prendre par la tête ou par la queue, je ne sais pas, enfin, ils vont le prendre par un bout, et puis ils vont lire l'information qu'il y a dessus. Et pourquoi ils vont la lire? Parce que ça porte toute l'information pour fabriquer la bonne protéine, sous forme de ce qu'on appelle des codons, qui sont des ensembles de 3 bases, et il y a un système là, de codons qui permet, avec des combinaisons de 3 bases, de définir chaque acide aminé qui va à chaque endroit. En parallèle, les acides aminés qui sont à l'état libre, en fait, eux, ils sont captés par d'autres molécules qu'on appelle des ARN de transfert, dont le boulot est simplement d'amener les acides aminés sur le ribosome. Ils sont spécialisés, eux. Ils attrapent les acides aminés, et puis ils attendent qu'un ribosome exprime un besoin, et ils amènent l'acide aminé sur le ribosome. Bon. Et en fait, ces ARN de transfert, eux, ils ont un système d'anticodons qui permettent de savoir quel est l'acide aminé qu'ils sont en train de porter et de placer le bon acide aminé au bon endroit. C'est assez extraordinaire. C'est compliqué. Non, mais c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire, et ça se produit en permanence dans toutes vos cellules. S'il n'y a pas un architecte immanent, alors là, je me mords le queue. Non, mais c'est effectivement complètement extraordinaire. Alors, lorsque l'ARN de transfert donc, vient déposer son acide aminé sur le ribosome, l'acide aminé, au départ, il était en mouvement brownien dans le cytoplasme. Lorsqu'il est capté par un ARN de transfert, il n'a plus que 2 degrés de liberté. Et puis, au moment où il arrive sur le ribosome, pouf, là, il se pose comme un insecte sur une table. Il va être en situation de vibrer. En physique, on dit que sa dimension d'onde devient supérieure à sa dimension de matière. Vous avez un fort ralentissement qui se traduit par une augmentation de l'amplitude de l'onde de phase. Bon. Et donc vous avez, pendant ce bref instant de l'arrivée de l'acide aminé sur le ribosome, Talmer s'est dit, là, il se passe quelque chose, l'acide aminé, il est en situation d'émettre une impulsion d'onde. Avec quelle fréquence? Bah, évidemment avec la fréquence correspondant à sa masse. Bon, donc il s'est dit, ça c'est une hypothèse au départ, hein, c'est qu'il a fait, il s'est dit, chaque arrivée d'un acide aminé sur le ribosome, juste avant qu'il s'accroche au précédent, pour constituer la chaîne d'acide aminé qui va faire la protéine, chaque arrivée d'acide aminé doit s'accompagner de l'émission d'une impulsion d'onde avec la fréquence associée à la masse de l'acide aminé. Et donc, il avait calculé les fréquences des acides aminés, il nous a dit qu'elles sont en relation harmonique. Il se trouve que, comme il y a des acides aminés qui ont des masses très proches, l'ensemble des 22 acides aminés se regroupent sur 10 fréquences qui couvrent environ un octave et demi. Mais il n'y a que 10 notes. Et donc, la succession des arrivées des acides aminés sur les ribosomes s'accompagne de succession d'impulsions de fréquence, mais de 10 notes. Bon. C'est pas tout à fait une gamme chromatique pour les musiciens. Hein. Oui, oui. C'est presque une gamme chromatique, c'est 12 notes. Non, une gamme, c'est une gamme chromatique réduite. Non, étendue. Un octave et demi. Oui, il y a 22. Un octave et demi. Il y a 22 notes. Une gamme diatonique, c'est 7 notes. Mais oui, mais non. Une gamme chromatique, c'est 12 notes. Mais oui, mais on ne prend pas toutes les notes. Ah oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est réduite. Non, pas une gamme chromatique réduite. Réduite. Ou alors une gamme chromatique est une gamme diatonique et Mais non, mais. Tu connais rien en seul Mais texte, non, toi. toutes les notes ne sont pas utilisées. C'est un détail, c'est un détail. Toutes les notes, Laisse-le, tu connais rien en seul texte, on le sait. il y a le code. Ce que Steinmer appelait le code génomique, c'est un ensemble de notes, mais toutes les notes de la gamme ne sont pas utilisées, et ça sort de l'octave. C'est pour ça que c'est sur un octave. Les 10 fréquences sont en accord harmonique, mais étalées sur un octave et demi, et toutes les notes ne sont pas utilisées. Ah, c'est sur un octave et demi, Oui. c'est pas dans l'octave. Non, D'accord. voilà. Bien. Donc, il y avait quand même un petit problème, c'est que les fréquences données par le calcul sont dans la gamme des 10 puissance 25 Hz. Donc, c'est évidemment pas audible. Et on n'a même pas d'instrument pour reproduire des fréquences aussi élevées.
Mais partant du constat que ces fréquences étaient dans des rapports harmoniques, Steinheimer s'est dit, bah tiens, ça serait amusant, maintenant on va peut-être ressembler ce truc-là. Et il s'est dit, bah c'est facile, j'ai qu'à changer d'octave, j'ai qu'à le ramener en gamme audible. Comment je fais? Bah, je divise un certain nombre de doigts par deux. Combien? 76 fois, bah, c'est pas un problème. Je descends de 76 octaves. 76 octaves, tu vois. Oui, bien sûr, je vais passer de 1825 à entre 200 et 800 Hz, fréquence bien audible. Voilà, c'est le choix qu'il a fait, il aurait pu se mettre un peu plus bas, un peu plus haut, enfin bon, il a dit je me place entre 200 et 800 Hz, voilà, et j'ai la transposition des fréquences émises par ces acides aminés en gamme audible. Vous pouvez dire oui mais ça n'a plus rien à voir, eh bien si ça a à voir. Pourquoi? Parce que quand vous faites cette transposition, vous gardez l'élément le plus essentiel dans la musique, c'est pas les fréquences qui comptent, c'est les rapports entre les fréquences successives. Et ça c'est inchangé. Quand vous changez d'octave, évidemment, vous gardez les rapports entre les fréquences, parce que c'est, d'abord, vous divisez tout dans des puissances 2, toutes les fréquences vous divisez d'octave, c'est une homothétie. Et vous ne déformez absolument pas le signal musical. Vous le faites plus bas. Exactement comme quand vous jouez une mélodie sur un piano, vous jouez à gauche, c'est grave, vous jouez à droite, c'est plus aigu, mais vous allez, comme vous voulez exprimer une mélodie, vous allez respecter les suites d'intervalles entre les notes. Et vous pouvez commencer en do, en ré ou en fa. Vous allez de toute façon respecter les intervalles pour que vous puissiez connaître le mouvement que vous voulez jouer. Et puis, que votre piano soit accordé en 432, 440 ou 458, ça n'a aucune importance. Parce que de toute façon, il est accordé avec les résonances qui vont bien. Et quand vous chantez, c'est pareil. Quand vous chantez, vous n'avez aucune idée de la fréquence que vous mettez en œuvre, mais vous allez respecter les intervalles, parce que c'est ça que vous avez en tête, c'est pas les fréquences. Et si vous constatez que là, parce qu'il y a un petit trop, vous allez recommencer un peu plus tard, et bien vous allez recommencer à dérouler des suites d'intervalles. Ça s'appelle la transposition. Oui, c'est pour ça que des basses et des sopranes peuvent chanter ensemble. Oui. Par exemple, demain soir, je chante. Oui, bon, on le fait, ça va. Alors ça, je vais le rapporter. En tout cas, voilà, retenez ça, c'est important. Ce ne sont pas les fréquences qui sont importantes. Beaucoup de gens croient qu'on met en œuvre des fréquences. Ben, oui, c'est vrai, mais on met en œuvre des fréquences, mais le message est entre les notes. La musique n'est pas dans les notes, elle est entre les notes. Dans le rapport. Oui, c'est les suites de rapports qui forment la mélodie. C'est pas le rapport, c'est les suites de rapports. Et c'est ça qui est l'élément signifiant, et c'est ça que le vivant reconnaît. Si nous on retient les mélodies, c'est justement pour cette raison-là, parce que ça nous parle. Les fréquences, ça ne nous parle pas directement. La fréquence, bon, c'est l'élément matériel, bien sûr. C'est la castafiore qui fait éclater le verre en cristal avec son contre-lutte, mais ça, c'est la résonance matérielle, je dirais, primaire. La résonance musicale, c'est autre chose. C'est des suites de rapports mathématiques qui portent un message. Et un message reconnaissable entre tous, et que le vivant reconnaît. Et nous, on le reconnaît dans la musique, mais les cellules le reconnaissent aussi. Donc ça, c'est ce que démontre la suite des applications qu'on a développées. Alors, voilà donc, Steinheimer s'est dit, voilà, tiens, c'est marrant ce truc-là. Au début, il faisait ça comme un chercheur qui cherche, comme ça, pour explorer un peu un domaine. Et puis, jusqu'au jour où, en composant quelques mélodies comme ça, il s'est aperçu que c'était pas neutre. Il les trouvait plutôt sympas, ces mélodies. Mais il ne savait pas, il n'avait aucune idée du fait qu'elle allait servir à quelque chose un jour. Et jusqu'au jour où il reçoit la femme d'un ami qui était anémique suite à une opération chirurgicale où il avait perdu pas mal de sang. Et puis, normalement, il aurait fallu lui faire une transfusion pour la requinquer, là, mais les médecins, considérant que son pronostic vital n'était pas engagé, ne voulaient pas lui en faire, tout simplement parce que ça se passait en novembre 1985. C'était le début de ce qu'on a appelé ensuite le scandale du sang contaminé, et les médecins avaient pour consigne de limiter les transfusions au cas vraiment indispensable. Et donc cette pauvre dame de plusieurs semaines était confinée par manque de globules rouges et attendait que ça se remette. Steinheimer lui dit, bah, écoute, est-ce que tu veux écouter ta molécule? Il dit, c'est quoi? Il dit, oui, j'ai composé la mélodie de l'hémoglobine, est-ce que tu veux l'écouter? Bon, c'est une molécule simple, il a fait 50 notes, des mélodies. Il dit, bon, écoute, si tu veux. Hein. Alors, il lui joue la mélodie de l'hémoglobine sur son clavier. Et là, elle est étonnée, elle dit, ah, dis donc, elle est chouette la musique, hein. Tu peux me la rejouer? Alors, il lui rejoue la mélodie de l'hémoglobine. Il dit, écoute, vraiment, t'as l'impression de trouver quelque chose de vraiment bien là. Tu me la rejoues? Alors, il le rejoue la troisième fois. Et il dit, ah bah écoute, c'est marrant, mais j'ai l'impression que je me sens mieux. Ah, vraiment, t'as trouvé quelque chose de chouette là. Bon, et puis elle repart, ça c'était un jeudi.
Et elle avait des contrôles sanguins tous les lundis pour voir l'évolution de son état de santé. Le lundi suivant, elle se sentait mieux, et l'analyse sanguine montre que son taux d'hémoglobine s'était rétabli. Elle était remontée de 9 et quelques à 11,2, je crois, dans la norme. Alors, elle était étonnée, elle rappelle sa rumeur, elle dit écoute, c'est marrant, ça fait plusieurs semaines que je traînais comme ça, mais puis est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce que j'ai ressenti l'autre jour à l'écoute de tes musiques et puis le fait que, apparemment, je suis rétabli. Alors, lui, on ne savait rien, mais il en parle à André Lichnerovitch, médaille de mathématiques qui suivait, Professeur au Collège de France. professeur au Collège de France, bien sûr, mais entre autres des académiciens aussi, qui suivait un peu le web de Saint-Rémy et qui dit ah, écoutez, ça vaut le coup de creuser, vous savez, la musique c'est important, regardez ça, étudiez ça plus en détail, vraiment, il y a peut-être quelque chose. Bon. Alors, encouragé, il se dit bon, je vais continuer à explorer. Donc, il continue à composer des mélodies comme ça, par transposition de structures de protéines, de chaînes d'acide aminé composant des protéines. C'est plus tard qu'il a baptisé ça protéines mélodies, donc protéodie, protéines mélodies, protéodie. Mais bon, à l'époque, il ne parlait pas de musique de protéines. Et alors, il en avait composé une autre qu'il trouvait assez sympa, c'est celle de l'endorphine. Bon, alors l'endorphine, vous savez ce que c'est la morphine naturelle qu'on produit naturellement quand on fait des efforts ou quand on se blesse, qui la sensibilise temporairement, etc. Quand on voit une jolie fille. Non, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. C'est pas la même molécule. Faux. C'est pas la même molécule. Non, c'est pas l'ocytocine peut-être, bon, il y en a d'autres. Bon, mais donc, et puis, comme il a trouvé ça bien, il l'avait beaucoup écouté, puis il se sentait un peu apathique, un peu comme quelqu'un qui a un peu abusé de la comète, et il se demandait comment sortir de ça. Il dit, mince, il y a peut-être des questions d'eau maintenant, pour peut-être pas trop occuper ce truc-là. Et il en parle à un voisin biologiste qui avait emménagé peu de temps avant, qui lui dit, ah ben oui, effectivement, il faut peut-être une régulation à trouver là. Et vous n'avez pas moyen de faire le contraire, non vous ne pouvez pas faire la musique en opposition de phase. Alors ça ne disait pas grand-chose, la musique en opposition de phase. Électricien en opposition de phase, pas de biologiste. Mais Saint-Rémy réfléchit un peu, puis le lendemain il se dit après tout, je pourrais essayer un truc, puisque j'ai des notes, je pourrais essayer de retourner le signal. L'image miroir. Voilà, je prends la fréquence moyenne et je retourne les notes par rapport à la fréquence moyenne. Et donc j'obtiens la mélodie symétrique. C'est-à-dire que si la mélodie directe fait la, je vais faire la, il retourne. Il prend la mélodie vraiment symétrique. Et puis en composant ça, en transposant la mélodie de l'hémoglobine, il dit tiens c'est marrant, ça fait bien ce truc-là. Et il a eu le sentiment que ça le restimulait, alors que l'endorphine l'avait progressivement trop calmé. Il s'est dit tiens c'est marrant, ça a l'air de marcher. On peut avoir l'effet inverse. Bon, il a fallu pas mal de temps ensuite pour creuser, comprendre et constater par des expériences plus précises, parce que ça c'était quand même très empirique. Ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, parce qu'on a des expériences de labo qui le prouvent, c'est que lorsque vous passez à proximité d'un organisme vivant, la série de fréquences correspondant à la structure d'une protéine, vous êtes susceptible d'augmenter le taux de synthèse de cette protéine. Je dis vous êtes susceptible parce qu'il faut d'abord que la protéine soit en cours d'expression, comme on dit. S'il n'y a pas des fameux ARN messagers dont je parlais tout à l'heure, si aucune cellule dans l'organisme n'a besoin de cette protéine, il ne va rien se passer, évidemment. Puisque l'interaction se passe avec le processus de synthèse au niveau des ribosomes dont je parlais tout à l'heure. Donc, il ne suffit pas de passer à la musique à n'importe quel organisme pour qu'il se mette à produire la protéine. D'abord, il faut qu'il ait la structure de cette protéine-là dans son génome, bon, et puis il en ait besoin à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des cellules quelque part qui sont en train de la faire, et à ce moment-là, on peut constater, et ça, on l'a fait encore une série de séances qui va être publiée là prochainement, sur la germination de petits pois sous stress hydrique. Bon, ça n'a pas un gros intérêt industriel, mais en termes de labo, c'est facile à mettre en œuvre. Il y a un laboratoire de Sergi Pontoise qui fait ça depuis 5 ans, sur des séries nombreuses et parfaitement avec un haut degré de significativité, qui démontre qu'effectivement, lorsqu'on
on passe la mélodie d'une protéine, une déhydrate, qui aide le petit pois, enfin la graine, à fonctionner avec moins d'eau, eh bien, on a davantage de création de matière. Les pousses sont plus longues, et quand on sort l'ensemble, pousses, grains et puis racines, eh bien, quand on compare, on voit sur 15 jours qu'il y a plus de création de matière sur les échantillons stimulés que sur ceux qu'on n'a pas stimulés. Voilà. C'est marrant parce que la biologie moléculaire a commencé avec des expériences de Mendel, qui était un moine augustin autrichien sur les petits pois. Non, parce que les petits pois, on voit un grand. On a toujours besoin de petits pois chez soi. Ouais, voilà, tu Voilà. vois ça. Hein. Citation à retenir. Un niveau très grand. Et en sciences aussi, donc. Pas seulement dans la casserole. Bon, allez, vas-y. Bien. Donc, voilà, c'est le constat fondamental qui a été constaté petit à petit. Il a fallu des expériences quand même multipliées pour arriver à le démontrer de manière scientifique, entre guillemets. Parce que, bon, sur le plan global, ça avait l'air de fonctionner. Enfin, ça produisait des effets. Sur les humains, il y avait des ressentis qui montraient qu'il se passait quelque chose. Après ça, Stanley l'a fait sur des animaux. Les vaches, évidemment, la fameuse expérience du lait. Si vous prenez la mélodie de la prolactine, qui est la protéine de lactation, eh ben, non seulement les vaches trouvent ça sympa, elles aiment bien, elles écoutent, et en plus, si vous examinez la qualité du lait, vous constatez que bon, il y a une légère augmentation, mais ce n'est pas le facteur le plus important. Vous avez un enrichissement du lait en taux de matière protéique. Mais ça, c'est connu des éleveurs. Hein. Oui, ils ne savaient pas pourquoi. Oui, enfin bon. Alors on dit Mozart est bon pour les vaches, mais. Les valiers aussi. Mais Stanley le démontre dans le sens, il dit tiens, c'est marrant, la mélodie de la prolactine, on dirait du Mozart. Voilà, c'est plutôt un sens parce que bon, Mozart, il y a beaucoup des choses différentes aussi. Hein. Enfin bon, il connaît mieux Mozart que moi, il dit c'est du Mozart de telle époque, etc. Bon, qui ressemble plus à la mélodie de la prolactine. En tout cas, donc les vaches aiment bien ça, et on a tout ça sur des brebis, sur des chèvres, et montrer effectivement qu'on a une augmentation de la qualité du lait, mais si vous le faites trop, lui il l'avait fait trop sur des vaches, et les pauvres vaches surstimulées, elles ont eu des mammites, il y a des inflammations, des mamelons, ça arrive, comme tout, c'est pas exagéré. Donc ça, finalement, ça n'a pas un très très gros intérêt sur le plan de l'industrie, sur le plan de l'application, parce qu'on va booster comme ça. De toute façon, les pauvres vaches, elles sont déjà sur par tous les côtés, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Bon, enfin, l'effet avait été constaté, et donc, au fil des expériences, et puis l'expérience dont je parlais tout à l'heure de Pedro sur les tomates, là, lui avait montré qu'on peut augmenter la taille des plants, on peut augmenter le nombre de fleurs, on peut augmenter la taille des tomates, on peut aider les plants de tomates à fonctionner avec moins d'eau. Ça a été La résistance aux insectes aussi, d'après ce qu'il m'a dit. Alors, ça, c'est plus récent, ça. C'est plus récent, parce qu'on nous demande souvent si on peut s'occuper des insectes. La réponse est non. Pourquoi? Parce que les protéoïdes ont des effets très, très importants. Et je veux dire, on ne peut pas les diffuser à longueur de journée. Les applications dont je vais vous parler, qu'on fait sur le végétal, c'est quelques minutes par jour. C'est des séquences combinées sur plusieurs protéines entre 5 et 10 minutes qu'on va diffuser 2, 3, maximum 4 fois par jour. Bon, si on en trouvait qui dérange les insectes, on dirait qu'ils auraient le temps de s'en aller et de revenir. C'est pas par tout là qu'on peut les prendre. On ne peut agir par rapport aux insectes que dans la mesure où les plantes savent produire des molécules de défense. Alors là, on peut renforcer la production de molécules de défense. Mais sinon, on ne peut rien faire. On me pose des questions sur la mouche de l'olivier. L'olivier, il ne sait pas se défendre contre les mouches. Nous, on peut les faire contre la mouche. Voilà. Donc, c'est un peu la limite. On ne peut pas tout faire avec des... Il y avait la maladie de la vache folle aussi, que Stanley a Oui, ça c'est autre chose. Oui, bien sûr, la maladie de la vache folle, effectivement, il a été témoigné dans les menaces de, je ne sais pas où, le combat, je ne sais plus, pour défendre. Il avait constaté en fait que les vaches folles, c'était à cause d'un virus qu'on appelle un prion, là. Le prion. Et qu'en fait, le prion injecté par ces grosses mouches là, avait un effet protecteur contre l'encéphalite bovine.
contre la dégénérescence cérébrale, et que en fait, les mouches finalement rendaient plutôt service aux vaches en les piquant et en introduisant ce prion. Ça ralentissait l'évolution de la maladie. Et en voulant éradiquer les mouches, la maladie s'est développée, et c'est pour ça qu'ensuite il a fallu abattre C'était des mouches qu'on a voulu éliminer parce que oui. ça abîmait le cuir voilà. des vaches. Ça abîme le cuir. Et ça donnait des cuirs qui n'étaient pas de bonne qualité. Et ben voilà, parce que en éliminant ces mouches, je ne sais plus comment ça s'appelait, ça avait un nom. Oui, je ne sais plus non plus le nom de la mouche. On les a rendus, comment dirais-je, sensibles à la maladie de la vache folle. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà une erreur d'excès de traitement, de vouloir éradiquer à tout prix les pathogènes, en général, vous créez d'autres problèmes. On perturbe l'équilibre. On perturbe l'équilibre et vous avez d'autres choses qui vont se développer à la place. Donc, nous, on ne parle pas du tout, on ne cherche pas à éliminer, on cherche à permettre à l'organisme de réguler ces interactions avec les pathogènes. Bon, alors, mais j'anticipe un peu. Donc, des expériences nombreuses faites sur donc, des tomates, des salades, des haricots, etc. Ont montré qu'on pouvait faire un certain nombre de choses. Aider les plantes à mieux se développer, d'une part, et à résister aussi à certains pathogènes. Pourquoi? Bon, parce que lorsqu'elles ont des... Il y a plusieurs cas. Ce qu'on appelle les pathogènes, il y a 3 grandes catégories. Vous avez les virus, les bactéries et les champignons. C'est les 3 types de maladies qu'on va rencontrer sur les plantes. Bon. Et les stratégies ne sont pas les mêmes par rapport à ces différentes structures-là. Pourquoi? Parce que, bon, un virus, finalement, c'est un organisme biologique très simple avec peu de protéines. Un virus, ça a entre 8 et 15 protéines. Hein. Bon. Donc, vous pouvez directement réduire le développement du virus avec des protéodies. Vous allez cibler 3 protéines du virus, des protéines clés, et là, le virus, il va avoir du mal à se développer. Quoi. Si vous inhibez, parce que je vous le disais tout à l'heure, en retournant le signal, on a l'effet inverse. On réduit la production de la protéine correspondante. Donc, si vous limitez la production de certaines protéines du virus, ben, le virus, il va fonctionner moins bien. Quoi. Donc, vous l'atténuez. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet de traiter des maladies virales sur des plantes, sur les humains aussi bien sûr, enfin, je parlerai des humains après, sur des plantes qui n'ont pas de défense contre les virus. Contrairement aux animaux et aux humains, la plupart des plantes ne savent pas produire d'anticorps contre les virus. Et donc, quand elles attaquent un virus, elles ont du mal. La mosaïque du tabac. La mosaïque du tabac, c'est un La mosaïque, oui, cristallisable. Bien sûr, et pas seulement du tabac, la mosaïque de la courgette. Un de nos grands succès, c'est la mosaïque de la courgette. Depuis plus de 12 ans. Il y a un gros producteur, il y a plein de témoignages sur Internet de ce producteur. Je dois y aller, mais c'est passionnant. Bravo. Hein. Allez voir sur genodix.com. Je peux juste dire un petit truc, si vous permettez? Oui. Que, la fréquence va te 10 puissance 25 Hz, mais Oui. c'est possible. On fait une transposition. Oui, après ça, on ne peut pas l'utiliser tel quel. Non, certes, je sais, mais même au niveau micro, je ne pensais pas que des fréquences si petites existaient, même au niveau... En physique, on sait ça par Les fréquences de De Broglie peuvent être... Les fréquences de De Broglie on sait que le temps de l'électron, c'est 10 moins 20 secondes, on connaît. Tous les physiciens savent ça, mais pas les matheux, je vois les matheux. Non, non, je suis sérieux. Oui, tu es sérieux, mais tu n'es pas matheux. Non, c'est le contraire, je suis matheux, je suis pas sérieux. Oui, mais tu n'es pas Pour un physicien. objet au repos, la fréquence de De Broglie, ça fait. Voilà. Merci Tu beaucoup. vois le niveau. Dans une fois, Bon, voilà. Bon, revenons donc, donc sur les virus, on peut agir directement. Et donc ce producteur de courgettes, lui, il avait contacté Sternheimer avant même qu'on crée l'entreprise. On a créé la société Genodix en 2008. Il avait contacté en 2007. Et Sternheimer avait regardé son problème. Le problème, c'est que il aime produire. C'est un monomaniaque de la courgette. C'est que si tu ça, sur 60 hectares, il fait que de la courgette. Il a différentes sortes de courgettes, des rondes, des jaunes, des vertes, etc. Bon.
Et il aime les courgettes qui ont du goût. Contre la constitution. Et alors, le problème des courgettes qui ont du goût, c'est qu'elles sont, on dit que ce sont des variétés sensibles. Elles sont plus sensibles au virus de la mosaïque que les courgettes produites par l'INRA, par les centres de recherche, qui chaque année développent un nouveau modèle de courgettes résistant au virus, etc. Bon, c'est intéressant pour le cultivateur, sauf qu'en termes de goût, pour le consommateur, c'est moins bon. Bon, enfin c'est comme ça, de toute façon, le consommateur veut des belles courgettes, pas abîmées, donc il achète celle-là. Et ce brave producteur, lui, il était embêté parce que comme la maladie était endémique chez lui, et donc il plante ses courgettes fin janvier, début février, bon ça met un mois à pousser, puis ensuite il commence à avoir des petites courgettes fleurs, puis ensuite des grandes courgettes, bon, il produit, mais la maladie va se développer doucement. Et vers la fin juin, les symptômes qui apparaissent sur les feuilles commencent à apparaître sur les fruits. La maladie, les symptômes apparaissent d'abord sur les feuilles, puis ensuite ça passe sur les fruits. Et ça vous donne des fruits boursouflés. Vous avez déjà vu des courgettes boursouflées, c'est simplement cette maladie-là qui a pénétré dans les fruits. C'est pas toxique, mais ça vous donne pas envie de la manger, la courgette. Donc elle ne se vend plus. Donc qu'est-ce qu'il faisait, le pauvre? Il était obligé d'arracher à fin juin tous ses plants de courgettes et de replanter pour faire la deuxième moitié de la saison. Et donc il perdait un mois de production, donc ça repousse, il donne de nouvelles courgettes. Ça a recommencé. La nouvelle. Non, mais bien sûr, mais ça a recommencé, mais bon, il faisait la deuxième moitié de l'année avec les nouveaux plants. Quoi. Et bon, donc il perdait un mois de production quand même. Mais ce qui est le meilleur dans les courgettes, c'est le fleur. Ah bah non, mais c'est vraiment les courgettes fleurs, ça, on en parlait, bien sûr, c'est excellent, en effectif. Bon. Mais, bon allez, je reparle tout de suite. On a fait une démonstration, un test plutôt, avec ce producteur. Il y a un spécialiste qui montait à Paris pour rencontrer un groupe d'une trentaine de grands chefs au restaurant Le Laurent, là, à côté de l'Élysée. Bon, ils se réunissaient pour parler d'un voyage qu'ils avaient fait ensemble, regarder des films, etc. Et ce maraîcher qui les avait accompagnés connaissait nos travaux et on lui dit passez donc prendre des courgettes chez Joseland, là, notre producteur avec qui on travaillait déjà, ça c'est 2010. Et c'était en avril, donc il avait des courgettes fleurs en avril. Et donc il monte avec 2 cagettes de courgettes fleurs. Une musicale, donc traitée avec une séquence musicale entre la mosaïque, et puis les autres d'une partie qui n'était pas encore traitée. Sans fleurs. Et non, fleurs aussi, mais une cagette, voilà, stimulée, non stimulée. J'évite de parler de traitement parce que ça peut prendre à l'échelle de traitement. Bon, je parle plutôt de stimulation sonore. Bref. Et on a fait déguster ces courgettes à l'aveugle. Ils ne savaient pas lesquelles étaient lesquelles. Et on leur demandait de noter celles qu'ils préféraient, avec un petit commentaire sur une feuille. Et c'était assez intéressant parce que sur la trentaine de grands chefs, il y en a 27 qui ont préféré les musicales et 3 qui ont préféré les normales. Mais ils avaient des bonnes raisons. Voilà. Mais tous étaient d'accord sur le fait qu'il y avait une différence de goût. Voilà. Ça, le goût, c'est des bords relatifs aussi. Voilà. Donc, c'est pour montrer. Et après, ça c'était un essai organoleptique, comme on dit, mais on a fait après ça des mesures physiques beaucoup plus simples. Vous mesurez le taux de sucre dans les courgettes et vous constatez que vous avez un point de plus dans les courgettes qui sont sur les plants qu'on stimule par rapport à celles qu'on ne stimule pas. Donc évidemment au goût ça se sent. Un point de plus dans le taux de sucre, ça se sent. Bon. Donc voilà. Et donc alors on a commencé à mettre en place des applications. Chez lui au début on faisait ça avec des petits appareils un peu comme ça. Des radiocassettes qu'on mettait dans les serres, il y avait des circulaires, vous savez, les uns après les autres. Et bon, ces appareils, c'était des radios-réveils, en fait, encore plus simple que ça, mais programmables. Il fallait que ça puisse sonner à certaines heures. Et ils n'étaient pas du tout adaptés au concept, à l'environnement, à l'humidité, donc ils tombaient en panne les uns après les autres. Et ça a été très intéressant, pas pour lui, mais pour nous, parce qu'au fur et à mesure que les appareils tombaient en panne, on voyait la maladie se développer. Donc ça prouvait bien l'effet, si vous voulez, la réalité de l'impact. Bon, alors on a amélioré le procédé, on a fait un appareil plus puissant, capable de tourner une plus grande
grande surface et surtout du temps de campagne. Bon. Depuis plus de 10 ans maintenant, eh bien, il fait toute sa saison avec les mêmes plants de courgettes. Et vous avez les symptômes qui apparaissent, mais ça reste au niveau des feuilles, ça ne descend pas sur les fruits. La courgette, avec les stimulations qu'on lui apporte, plutôt, hein, on a quelques stimulations du métabolisme, mais le principal effet, c'est la réduction du développement du virus. On panache toujours un peu les deux, hein, quand même. Mais avec les séquences qu'il diffuse à ces courgettes, eh bien, le plant fait ce qu'il faut pour garder la qualité de son fruit. Il privilégie son fruit, malgré le fait qu'il a quand même quelques petits problèmes au niveau des feuilles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on renforce un peu la photosynthèse. Et pourtant, les courgettes n'ont pas d'oreilles, hein, comme les serpents. Mais elles ont des feuilles. Ah, ben, c'est ce que j'ai dit. Voilà. D'ailleurs, on dit être dur de la feuille. Eh ben oui, Voilà, bien sûr. elles entendent au niveau de la Bah, évidemment, c'est pas les feuilles qui les Ce soir, t'es autant. Mais oui, mais bon, on travaille beaucoup sur la vigne. On nous dit est-ce que vous faites tout à Alors, l'heure attendez, j'ai une question, tonton. Mm. Est-ce que vous avez fait en sorte de faire varier la luminosité qui atteint les plantes en fonction de la fréquence? Non, c'est ça. ça n'a jamais Bah, dès que tu déposes un brevet, hein. Non mais attendez, tout ça. Par contre, on travaille depuis 6 ou 7 ans chez un producteur de concombres près de Chalon-sur-Saône, et lui, son problème est un peu différent. Et il produit des concombres d'hiver, enfin toute l'année, mais notamment il a une production d'hiver. Et pendant l'hiver, à Chalon-sur-Saône, imaginez bien qu'il y a pas mal de nuages, il pleut, donc la luminosité n'est pas très importante. Hein. Bon. Donc ces plants poussent moins vite, de concombre, et d'autre part, il est obligé de chauffer pour qu'elle continue à produire, parce qu'en dessous de 18 degrés, ça pousse plus. Bon. Donc, il nous a demandé si on pouvait l'aider. Alors, mon collègue Pedro s'est dit, on va pouvoir faire quelque chose, on va stimuler la photosynthèse, parce que les plants manquent de lumière, et puis on va également stimuler les échanges cellulaires, les métabolismes internes, pour aider le plant à résister un peu au froid. Et on a pu comme ça baisser de 2 degrés la température des serres sans perte de production. Alors vous allez dire 2 degrés, c'est pas grand chose, mais en termes de chauffage, en termes de consommation, oui. sur des grandes passoires, ils ne sont pas très bien isolés, c'est très rentable de pouvoir baisser de 2 degrés sans perte de production. Voilà, donc je le fais depuis 7 ans chez ce producteur. Je vais faire une petite incise là. Je voudrais rappeler que c'est Darwin qui a expliqué le phototropisme des plantes, c'est-à-dire l'effet de la lumière sur les plantes, on peut être dans l'avenir. Et c'est Darwin aussi qui a le premier, Steinheimer le sait, essayé l'effet de la musique. Alors il jouait du violon devant des plantes en se disant plus que la lumière joue un rôle, mais le violon, il n'a rien trouvé. Mais c'est quand même Darwin, qui n'était pas idiot malgré sa théorie complètement débile, qui a expliqué le phototropisme des plantes, ça c'est bien expliqué, c'est une orphelin, et qui a essayé quand même lui aussi de la musique sur les plantes. Mais oui, mais il jouait du violon devant des plantes. Non, ça fait pas n'importe quoi. Ça me donne l'occasion de parler de musique et de musique, parce que nous, ce qu'on diffuse actuellement sur les plantes, on a plusieurs centaines de mélodies, mais Steinheimer, il en a compté 3000 des musiques de protéines. 90% de ce qu'il produit, c'est à destination de l'humain. Bon, j'en parlais tout à l'heure, on n'a pas le droit de le faire, mais bon. Mais ce producteur, il vous a payé quand même, Heureusement, c'est son client. c'est son casse-croûte, je suis. Il nous paye régulièrement, ce producteur de courgettes nous paye 2 500 € chaque année depuis plus de 10 ans. Heureusement. Oui. Donc ça marche. Donc autrement dit, tu abrèges. Donc le ça fonctionne. Alors maintenant, il y a un débat à faire. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que là, justement, Jean parlait de musique. Il ne suffit pas de prendre un violon et de passer de la musique au plan, il faut qu'il y ait parce qu'en fait, il faut voir ça dans l'autre sens. Les séquences que nous utilisons ont des aspects harmoniques, musicaux, si vous voulez. Mais bon, le fait que... Non, mais regardez dans l'internet. Bon, mais le fait que
vous les trouviez agréables ou pas, dépend de votre métabolisme de l'instant. Donc, cette brave dame qui manquait d'hémoglobine, elle a trouvé génial la mélodie de l'hémoglobine. Si vous la pensez, ça vous parlerait probablement pas. Non, il ne marche pas, il n'y a pas de souriant. Laisse tomber, il manque. Bref. Non, mais tu regardes dans l'internet. Bon. Donc, il y a... C'est pour ça qu'une marche funèbre, c'est pas comme une marche nuptiale. Ah bah ça, pas du tout. Une marche Bien militaire. sûr, bien sûr. Bon, Et ça, c'est mais- Schottenheimer qui l'a expliqué. Alors, oui, mais donc, attention, il faut que j'explique la différence entre les musiques de protéines et les musiques ordinaires, entre guillemets. C'est que, donc d'abord, les musiques ordinaires sont faites avec toutes les notes, alors que les musiques de protéines sont faites avec 10 notes seulement. Bon, il y a un code génomique qui a un nombre de notes limité. Et puis, vous avez des suites de notes un peu improbables quand même. C'est pas... Il n'y a pas grand il n'y a pas les mêmes règles de composition dans le vivant qu'en musique de concert, si vous voulez. Mais ce que Steinheimer a constaté à de nombreuses reprises, il a au moins 200 exemples de cela, c'est que dans des musiques, principalement soit dans les chants traditionnels, soit dans des musiques à succès, on va retrouver des petits bouts de correspondance avec des structures musicales de protéines. C'est-à-dire que dans le sens que ça marche, vous avez, dans les musiques humaines, vous avez des compositeurs qui vont exprimer leur ressenti. Et leur ressenti instinctivement, oui, c'est leur mélodie. Et c'est pour ça que vous allez retrouver des petits bouts de structure de musique de protéines dans des musiques humaines. Et donc on a de nombreux exemples. Dans la Marseillaise, par exemple, vous avez un petit bout de protéines coagulantes. Bon, on les comprend. Bon, on va, bon, mais on peut tous se blesser. Il n'y a pas de prise du tout dans la salle, là, c'est dommage. Non, mais Dans la salle, il n'y a pas de on s'en fiche, tu regardes. Car sang impur à breuve de sillon. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour éviter qu'il coupe trop le sang. On est dans cette situation. Bon, mais c'est un exemple, on en a de très nombreux autres. Il y a une protéine, l'actine, elle ressemble au printemps, dans le printemps de Vivaldi. J'entends rien avec lui là. Vous avez le thème de l'actine, vous l'avez dans le thème du printemps de Vivaldi. Ah oui. On a envie de bouger, de danser, Oui, etc. oui. Ce thème-là, vous l'avez dans la protéine et vous l'avez dans le printemps de Vivaldi. C'est celle qui simule. Alors, est-ce que c'est lié plus au rythme qu'aux fréquences? Alors, très bonne remarque. Très bonne remarque. Une musique, ce ne sont pas que des fréquences. Et là, c'est le point sur lequel Steinheimer n'a pas trouvé de règle mathématique pour le moment. Donc la recherche n'est pas terminée. Le travail de Steinheimer, j'en parlais tout à l'heure, il est uniquement sur les fréquences, les mélodies. Et donc la mélodie, la suite d'intervalles. Mais vous avez raison, une musique, c'est aussi les intervalles temporels. C'est pas seulement les intervalles de fréquence. Et donc, c'est pour ça que les interprètes différents avec la même partition vont vous sortir des choses différentes. Pourtant en jouant les mêmes notes, mais en ayant des petites variations sur les durées des notes et sur les durées des intervalles qui vous donnent. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'interprétation de recherche. Oui, mais on ressent bien, nous, la différence d'effet, quoi. On n'a pas encore fait l'expérience pour vérifier les différences d'effets d'interprétation différentes sur les plantes. Mais sur les humains, on le sait. on sait sur les humains. On a notre ressenti. C'était l'humain, pas Non, mais c'est pas ça, c'est que je veux dire, ces expériences-là, toutes ces expériences, mais c'est par la qu'on a testé ça. on ne l'a pas mesuré sur les humains. Mais l'humain, l'avantage de l'humain, c'est qu'il vous dit tout de suite, il peut associer, si vous voulez, la conscience d'écouter une série de sons, l'analyse de son ressenti, ça me plaît pas, c'est super, ça m'agace. Et puis, dans certains cas, comme pour l'hémoglobine, vous pouvez mesurer des paramètres biologiques pour vérifier la réalité des effets biologiques. Donc c'est pour ça que Steinheimer a fait ses premiers constats sur les humains. Et que, bon, donc ça marche, alors puis après, on va faire le débat. Non, on a parce il y a que beaucoup de choses à dire. pourquoi est-ce qu'il est passé sur les plantes? Parce que la première critique qui venait, évidemment, ton truc c'est intellectuel, on sait bien que la musique a des effets, mais ça passe par le cerveau, il n'y a pas d'effet biologique réel, c'est pas possible. Bon. Et d'où l'idée de se dire, tiens, on va essayer sur des plantes. Ça, c'est Pedro qui l'a fait, mon collègue, qui a dit, je vais essayer, moi, pour voir. Et
à partir du moment où on a pu constater des effets répétés sur les plantes, on a pu commencer à se demander si l'effet était vraiment bien intellectuel. Et on a pu démontrer, sur les graines de petits pois notamment, qu'il y a un effet biologique réel sur... Alors, il y a peut-être un cerveau dans la graine de petits pois, mais il est petit quand même. Ce qui m'étonne, c'est qu'il a étudié la mosaïque de la Oui. Mais le virus du sida, parce qu'on sait qu'il n'y aura jamais de vaccin réel. Oui, mais On sait, il y a des raisons théoriques. Il a Alors, essayé, il a essayé le vaccin du sida. Il a essayé, oui, non, mais le problème, la musique, bien sûr qu'il a essayé. Sauf que le problème du virus du sida, c'est qu'il mute très vite. Ah oui. Ah oui. C'est comme le virus de la grippe. Le virus de la grippe, oui, mais c'est plus facile. Parce que bon, réduire une grippe avec des protéodies, c'est assez facile. Mais, Ah bon? Ah, on pourrait se passer du vaccin. bah évidemment. Mais, On n'a pas le droit de toucher. Attends, c'est Mais- Non, ils n'ont pas le droit de toucher à l'humain. Attends. Non, mais c'est le comité des alors, médecins qui ne veut pas. Je vous explique. Lorsqu'on a commencé à travailler sur les plantes, là, alors, évidemment, on a déjà commencé, enfin, un jour, on me dit, mais vous avez le droit de faire ça? Je dis, bon, alors j'appelle un expert au ministère de l'Agriculture. Il m'a dit, écoutez, en matière de réglementation de l'agriculture, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mais c'est contraire pour les humains. Exactement. Il y a l'analyse de la musique et des plantes, donc vous y allez, ça ne me dérange pas. Pour les humains, c'est le contraire. Ce qui n'est pas autorisé est interdit. Voilà, on ne peut pas innover, donc on ne peut pas on toucher. ne peut pas, on n'a pour ça qu'on pas le s'attaque aux droit. plantes. Il faut vous On a pas il y a le déjà droit de beaucoup de prétendre. boulot, il y a assez de boulot. Là. C'est le principe de précaution. On ne peut pas s'amuser à faire des expériences sur les humains. Donc, le chapitre sur la médecine va être très court. Tant que nous ne sommes pas en capacité de faire des essais cliniques en milieu universitaire sur des cohortes, machin, pour démontrer la réalité des effets et affiner les protocoles qui vont bien pour chaque type de pathologie, nous n'avons pas le droit tout simplement de traiter des humains. Même pas de commencer sur des souris, par exemple. Parce Bon, que ben, ça avant de arrive commencer sur des cohortes d'humains, en Mais général, attendez, on c'est essaie pas le sur problème, autre chose. c'est pas le problème. On a des milliers d'expériences et de témoignages sur les humains. On le fait, mais on le fait à titre expérimental, amical, mais absolument pas. Nous ne sommes pas médecins, on ne prétend pas l'être, donc on se contente de témoignages, de réussites, et puis on a aussi Les conséquences pourraient être vraiment dramatiques sur un être humain. C'est-à-dire quand on, à partir du Non, moment où alors, on fait, oui, on non. fait une expérience, si Oui. finalement les effets positifs sont plus nombreux que les effets Alors, négatifs, dramatique. Non, le problème c'est le problème c'est quand ça marche pas. Parce que c'est complexe, hein, un métabolisme humain, l'animal en général aussi, mais Sauf pour vous avez un très grand nombre de... les soins. Un virus c'est simple, vous avez le virus, il est là, il n'est pas là, bon vous l'inhibez, bon, vous résistez mieux, ça va. Mais les maladies sont en général beaucoup plus de paramètres que ça. Et savoir quelles sont les protéines clés par rapport à chaque problématique, déjà, ça nécessite pas mal de connaissances, qui ne sont pas toujours connues. On travaille sur des problématiques de dégénérescence cérébrale. Il y a plein de protéines là-dedans, quelles sont les bonnes, bon, à quel moment, etc., dans quel enchaînement, bon, c'est très compliqué. Et donc, il y a des connaissances. Les médecins ne connaissent pas grand-chose aux protéines. Hein. Maintenant, ils sont formés au Vidal, ils savent que tel problème, tel médicament, oh, vous prenez ça, bon, mais donc, quand on leur parle de protéines, ça leur parle pas trop. Les biologistes savent ce que c'est que les protéines. Tous les biologistes savent que les protéines sont des vivants, comme je disais tout à l'heure. Et nous, d'ailleurs, lorsqu'on aborde une problématique de santé, que ce soit pour des humains ou pour des plantes, on va regarder les publications dans le domaine. Qu'est-ce que les biologistes disent, qu'est-ce qu'ils ont fait comme recherche et qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Et dans ce qu'ils trouvent, ils mentionnent toujours les protéines clés qu'ils ont identifiées comme pouvant avoir tel ou tel rôle, telle fonctionnalité dans la problématique. Et alors, les pauvres biologistes, après ça, quand ils ont compris que telle protéine a tel rôle, etc., il faut qu'ils trouvent des molécules qui puissent interagir avec la protéine pour pouvoir composer un médicament, entre guillemets. Bon. Mais le problème de ces molécules qu'ils vont éventuellement trouver, pas toujours, c'est qu'il faut les amener au bon moment, enfin, au bon endroit au bon moment, et puis elles y restent. Ensuite, il faut les limiter. Donc, de tous les problèmes des effets secondaires, etc. Bon, vous avez guéri d'un truc, mais du coup, vous êtes malade d'ailleurs. Bon, voilà. C'est pas très simple, la vie d'un biologiste. Mais on apprécie beaucoup leurs travaux parce que les connaissances qu'ils apportent nous sont très utiles. Et en plus, parce que nous, on n'a pas besoin d'ajouter de molécules. On prend les protéines qu'ils ont trouvées,
on les transpose sous forme musicale et on essaye, on teste. Là, ça va marcher, ce truc-là. Bon, mais et puis quand on arrête, il reste rien. Il n'y a pas de pollution indirecte. Bon, donc, je dis assuré, c'est pas vrai. En fait, il y a des effets retard. Il y a un effet de mémoire là-dedans. Pourquoi est-ce que ça marche en diffusant 2 ou 3 fois 5 minutes par jour s'il n'y a pas une mémoire quelque part dans l'organique? Il y a une résonance. Il enregistre. Il n'y a pas qu'une résonance, Il y a un enregistrement. Il y a un enregistrement qui est fait. Il y a une mémoire. On a le projet. Comme la mémoire de l'eau. Je connais très bien l'équipe de Benveniste. Voilà. J'ai travaillé avec eux à l'époque. C'était avant de rencontrer Sterlinger. C'est d'ailleurs eux qui m'avaient parlé de Sterlinger. Avec Marc-Henri, alors vous Oui, je connais Marc-Henri, bien sûr. Mais j'ai connu. Et Montagnier aussi. Je connais Montagnier. Ça, c'est des gens, c'est des pionniers. Tous les autres, c'est des nuls. Ça, c'est des pionniers. Après le décès de Benveniste, Montagnier a embauché, il n'est pas idiot, le chercheur clé de l'équipe de Benveniste. Il continue. Et voilà, c'est ça. Jamal Aïssa, Bon, et il continue. on va lancer le débat là-dessus. Il a fait des tas de choses. Bon, Jamel Aïssa. Jamal Aïssa, il s'appelle, oui. Un docteur en biologie, etc. Il faut lancer le débat là. Ici, il est pas encore. J'ai encore des choses à dire. Une petite anecdote sur l'évolution de la science. Non, mais c'est dans quel débat? Donc il lance le débat là. Il veut dire de Ça, Ça y est, il a fini. Non, il n'a pas fini. Mais il n'est pas bref. C'est passionnant ce Moi, qu'il ça dure raconte. 20 minutes. Quand je fais une conférence, ça dure 20 minutes et après il y a 1 minute de débat. Je veux pas dire un mot. On est allé récemment rencontrer à l'Institut Curie Madame Judith Minehatab, qui a découvert accidentellement des effets de la musique. Elle regardait sous son microscope en écoutant de la musique. Elle a découvert un effet remarquable des effets de la musique classique qu'elle écoutait tout en regardant son microscope sur des bactéries, je crois, ou des champignons. Voilà, on est allé la rencontrer et elle s'est proposée d'utiliser donc des protéosies de Michel sur, non pas des êtres humains, puisqu'il y a des problèmes biologiques, mais sur des cellules cancéreuses. Il ne faut pas oublier que l'Institut Curie, c'est quand même l'institut clé pour la lutte contre le cancer. Alors, c'est un projet, On ne peut pas tout faire. Non, mais je voulais signaler quand même. C'est extraordinaire. Non, on ne l'a pas encore fait avec elle, mais on l'a fait avec d'autres. Une belle-mère de Sternheimer, Madame Lang. voilà, Marie-Claude Lang, qui était à l'époque chercheuse à l'INSERM, a fait des essais sur des cultures de cellules cancéreuses. Elle a travaillé sur les cellules cancéreuses sous Jurkat et elle a montré qu'on pouvait inhiber l'interleukine 2, une protéine impliquée dans le développement des cancers, avec la séquence musicale correspondante. Simplement, bon, il a fallu un peu de temps pour maîtriser le processus, et lorsque ça commence à marcher, au bout de cette série d'expériences, la direction de l'INSERM lui a intimé de donner l'ordre d'arrêter. C'est ça, c'est l'objet du débat. Elle n'a pas pu faire un nombre de séries suffisantes pour pouvoir publier. C'est lamentable ça. Oui, mais non, il y a mieux, attendez. Non, mais il faut qu'on parle du débat. Non mais attends, c'est important de terminer ça, c'est important. On doit écouter les morceaux de musique aussi. Non, on m'en prie de ça. C'était nul comme musique. Lorsque Sternheimer, je vous parlais tout à l'heure des premiers constats qu'il a fait, etc., bon, et puis du fait qu'André Chianovitch l'a stimulé, donc l'a poussé à continuer, et il est arrivé au stade où il avait préparé un brevet. Bon. Et qu'il a enregistré son premier brevet, lui, en juin 1992. Et alors, en rentrant du dépôt de son brevet, il croise, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, là, le secrétaire perpétuel de l'époque, biologiste, dont le nom m'échappe. Bon, ça va me revenir. Un grand biologiste. De l'Académie de médecine? Non, l'Académie des sciences. On va me revenir. Bon, et bien sûr, il se connaissait, etc. Et il lui remet le texte de son brevet avec le texte d'un papier dans lequel il expliquait comment il était passé de la physique théorique à la biologie, pour montrer quel cheminement il avait suivi, en attendant que ce brave secrétaire perpétuel de l'Académie le publie. Et ce brave homme
l'a mis dans une enveloppe avec un cachet, date d'enregistrement et au placard. Alors, c'était en 1992. Lorsque Steinheim m'a raconté l'histoire en 2007, lorsque je l'ai rencontré, c'est quand même bizarre cette histoire, pourquoi? Alors, ce brave homme était encore, il était plus secrétaire perpétuel, il était devenu secrétaire perpétuel honoraire. Il est retraité. Il avait encore un bureau à l'académie, et je l'appelle, et je lui en parle, et il dit: ah oui, je me souviens très bien, bien sûr, oui, je me rappelle de ce papier de Steinheimer. Mais il dit: oh, vous savez, bon, sur le plan mathématique, Lichtenowitz me disait que ça tenait la route, peut-être, mais moi, en tant que biologiste, j'étais pas prêt à acheter ce truc-là. Et puis, donc j'ai préféré en faire un pli cacheté, comme ça, bah, si ça sort un jour, il pourrait dire qu'il l'avait trouvé à cette date-là. Et puis il ajoute: et vous savez, à l'époque, on avait déjà l'affaire Benveniste sur les bras, c'était pas pour ça. On peut faire un débat là. Qu'est-ce que t'attends, toi? Il avait souffert. Benveniste, la mémoire de l'eau. Ah ouais, d'accord. Il y a un conférencier. Oui, mais il est long. Non, mais il n'est pas long, il Il y en a, on a envie pour d'écouter. quelques minutes encore, tu pourrais être patient. Donc, Quelques minutes. voilà, c'est une illustration d'un phénomène bien connu sur les freins à l'avancée de la science. C'est l'objet du débat. Mais non, Arrête avec le débat, il n'y aura pas de débat. Si, il y a un débat. Bon, arrête. bon, alors, Une insiste. Il faut quand même se rappeler que si Steinheimer a pu mener ses recherches librement, parce qu'il est chercheur indépendant, hein, je crois. Il y a une association des chercheurs indépendants qui est localisée au Canada, d'ailleurs. Et c'est qu'il n'était plus au CNRS, qu'il n'avait pas de projet, qu'il n'avait pas de rapport, qu'il n'avait rien du tout, qu'il était financièrement autonome, et qu'il était financièrement autonome parce qu'il avait fait fortune avec ses fameux CD quand il était chanteur sous le nom d'Antoine. c'était Vive vrai. la liberté. d'Aristide, pardon. C'est- Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ce que je suis en train de dire, c'est que la liberté dans la recherche. Bon, maintenant la vérité. La liberté dans la recherche, c'est très important. Exact. Pas seulement dans la Exact. C'est l'objet du débat. La vérité. Je laisse parler le conférencier. Parce que t'as menti. Oui, La réponse. Non, c'est T'as pas menti? toute vérité relative, comme disait Braunstein. Donc, en fait, c'est vrai qu'il a pu commencer ses travaux grâce aux revenus de sa musique. À l'époque, ça rapportait assez bien. Il avait le même chanteur qu'aujourd'hui, et on achetait plus de disques. Donc c'est vrai que ça lui a bien rapporté. Mais il n'aurait pas pu vivre jusqu'à aujourd'hui grâce à ça. Mais bon, il se trouve que sa famille était assez fortunée. Son père, malheureusement, était déporté à Auschwitz et est mort là-bas. Sa mère a continué à gérer les affaires. Et ensuite, il a hérité. Et donc, la deuxième partie de ses travaux était financée par son héritage. Il n'a pas financé toute sa carrière avec la musique. Je veux dire, c'est pas le CNRS. C'est pas le CNRS. Il était libre. Non, c'est important, c'est qu'il était libre. Ah bah oui, C'est ce que je Il disais. est resté liberté, c'est hyper C'est ce que je disais. Bon, alors on peut passer au Et débat. depuis 12 ans, je le dis, lui verse aussi des droits d'auteur. Comment ça? Bah oui, nous, notre société, on lui verse des droits d'auteur. Bah, c'est normal. C'est lui qui a tout Il a déposé fait. un brevet à l'ANPI. C'est normal, le pauvre. Il s'est crevé le cul. On a un contrat avec lui, donc on le rémunère. Donc c'est la troisième source de financement. Ah, c'est bien. Voilà. Donc, alors maintenant, j'ai plein d'exemples. Bon, concrets. non, mais on s'en fiche des exemples. Alors, juste Ce qui compte, c'est le débat. Je sais. C'est pourquoi ils ont bloqué. Pourquoi ils ont bloqué un indépendant? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, on t'avance. Les tomates. un exemple d'image. Voilà, les tomates. On peut regarder. On fait circuler. On peut faire circuler. Vous avez Attends, je peux le regarder une seconde. Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Mais vous vous rendez pas compte de la gravité des événements. On avait la situation du Liban. Maintenant, on parle de musique. C'est la la bouffe. sécheresse de plantes de tomates. Avec musique et sans musique, ça parle de tomates. Oh là là, c'est incroyable. L'appareil qu'on a développé pour les vignes. Pour les vignes, voilà ce qu'on met en place dans les Ah oui, vignes. c'est sérieux. Un boîtier autonome avec panneaux solaires, Sérieux. batterie, et bien sûr programmateur. Alors, les premiers modèles, ça c'est le deuxième modèle. Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir entendu. Mais c'est nul, je te dis, la musique ne prendra rien. Bon, mais Ça fait ça, vous avez donc
cet appareil-là, donc le premier modèle était vraiment rudimentaire, on avait fait simple, on mettait un autoradio à l'intérieur, alimenté par la batterie, et puis et le programme était un programmateur de chaudière. Qui déclenche aux heures que vous voulez. C'était rudimentaire, mais ça marchait. Bon, maintenant on a un truc qui n'est pas vraiment beaucoup plus évolué avec une carte électronique qui nous permet de passer des séquences différentes à des heures différentes pour traiter des problématiques. Le son porte jusqu'à quelle distance à peu près? Ça couvre quelle distance? Ça s'est amélioré. Bon, ça c'était un modèle qui couvrait 3. Vous faites circuler les Combien vous dites ici? Entre 3 et 5 hectares. Circuler. Ça s'améliore. Celui-là, il nous permet d'aller jusqu'à 7-8 hectares. Et vous avez maintenant celui-là. On l'utilise sur des pêchers, on le met à 3,50 m de haut, il et est là petit, on fait 15 hectares avec ça. Et alors, si je veux l'installer dans mon jardin, comment je peux faire? Ça m'embouchait quoi. Moi j'aimerais l'installer dans mon jardin. Non, alors, je ne sais pas travailler avec les jardiniers parce qu'il y a trop de problèmes et je ne suis pas compétent pour les identifier. Bon, j'ai un très très grand jardin. Vous avez là ici un concert pour salade. C'est salade. Voilà, un amphithéâtre à salade. Un amphithéâtre à salade. Alors on fait circuler en sens inverse. Merci, on va dire. Bon, quelles sont les limitations? On va faire un débat. Maintenant, Laissez-le terminer. un cas intéressant. Vous voyez, ça ce sont des gardénias. Alors, le problème qui nous était posé, c'est un producteur de gardénias pour Chanel. Il fait des gardénias et des camélias. Pour Chanel, et il voulait savoir si on pouvait augmenter la production de fleurs. Alors, C'est Chanel, c'est pas n'importe qui. Chanel, non, mais Chanel, celui qui achète, celui qui paye le travail. Mais il est fait par un pépiniériste à Gaujac dans les Landes. Et il nous a demandé si on pouvait faire quelque chose. On a mis en place des essais, et voilà les fleurs avec musique et sans musique. Je vais faire un coup d'œil rapide. Ah oui, il y a Voilà, c'est fabuleux, avec musique et sans Avec musique. musique et sans musique. Et alors ce qui est intéressant, c'est que donc vous avez en gros, on a doublé le poids des fleurs, mais à qualité constante. Parce qu'on voyait, elles sont gonflées d'eau, il n'y a pas de valeur. Si. Il y a des molécules d'intérêt pour la parfumerie, il y en a 2 fois plus. Parce que non, ça va rapporter ça. oui, ça rapporte. Oula. Les enfants du parfum. C'est un mari avec musique et sans musique. Avec Chanel n'a pas fait. c'est pas le numéro 5. Avec la musique, sans musique. Donc, Bon, alors, ok, ça va. Bon, allez, on passe au débat. Non, mais il y a un effet, on voit, on sait. Ça. Bon, alors, Non, mais je pense que ça pourrait être pas mal en effet de débat. on va faire un débat. Tu vas pas raconter ta vie, là. Mais c'est quoi ça? non, ça c'était un schéma, ça vous allez l'avoir dans le papier que je vais vous faire circuler. Ce schéma-là, vous allez Ça, l'avoir. c'est la synthèse. Tu peux nous faire écouter quelques protéosies. Non, c'est pas le Non, mais si, pas Ce qui compte, c'est la gravité des événements. la gravité des événements. Parce que c'est grave. Parce qu'ils ont bloqué tout. Les officiers, ils ont tout bloqué. Non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce que dit Francis, moi je suis pas d'accord avec lui, mais c'est quand même, c'est tout de même cette idée que finalement on est entravé dans ses recherches. Toujours. Voilà. Et que finalement quand on fait partie d'une institution, bah, ma foi on est obligé Voilà. à faire 35 Voilà, c'est ça le problème. Voilà. C'est important comme Non, débat. mais je veux dire, c'est un Pourquoi la science est dans un état On catastrophique? n'est pas dans la politique. Si. Mais de toute façon, on sait très bien que les institutions, il n'y a pas de liberté dans les institutions. Oui, mais les résultats sont très Pendant un certain graves. nombre d'années, on sait très bien que c'est Il y a une liberté relative. Non, il n'y a pas de liberté du tout. Bon, non mais voilà, donc oui, c'est un débat important, c'est un peu, que l'ami de Salinger a mis en évidence, mais il n'est pas le seul. Vous connaissez tous les freins que vous avez pu rencontrer, ceux qui travaillent dans le domaine scientifique, les limitations du système. Donc c'est l'objet du débat. Et je vais vous dire aussi que nous, en tant que Génodix, on n'a jamais eu aucun soutien de la science officielle. Voilà. Et à chaque fois qu'on a essayé quelquefois d'avoir des subventions, à chaque fois, les braves experts nous ont dit « Ah mais non, on ne peut pas vous soutenir, vous n'avez pas de publication dans la revue Comité technique. » Voilà. Bon. Donc ça c'est Je peux rajouter une question, parce qu'il y a un champignon qui est en train de décimer les oliviers vite
Italie. Et le résultat, alors là, le résultat, c'est quelqu'un qui travaille au ministère de l'Agriculture, que j'ai rencontré ici, sur la terrasse, qui m'a dit que la mafia italienne a pris la main sur tous les oliviers de Tunisie. C'est quand même l'un des premiers producteurs mondiaux. Pourquoi? Parce qu'en Italie, les oliviers sont presque tous infestés par ce parasite. Donc si jamais ils trouvent quelque chose pour éliminer le parasite, ça aura des conséquences, je dirais presque géopolitiques. Oui. Alors, c'est une bactérie, une bactérie, on saurait travailler dessus, mais pour le moment, la maladie n'est pas encore présente en France, et j'ai pas trop les moyens d'aller travailler en Italie. On a eu Elle n'a pas touché la Tunisie. une de nos plus grosses clientes est une productrice d'endives près de Tours, un maraîcher assez important, qui a une grosse production d'endives d'hiver, et on l'aide à maîtriser l'hermilla, une bactérie qui se développe facilement sur ces endives. Et alors, elle nous a permis de faire, parce qu'à l'époque, non seulement c'était une maraîchère importante, mais elle était présidente du groupement des légumes de France, la moitié de la production française. Bon. Et elle a dit, bon, okay, c'est mon rôle de faire avancer la science, ok, on va essayer ça chez moi. Et alors, elle s'est dit, je vais quand même essayer avec et sans pour voir ce que ça donne. Là, on n'avait pas de serre pour comparer, serre témoin, et s'est dit, je mets des endives en culture tous les jours. Je rentre des bacs dans ma serre de forçage, là, une serre obscure pour les endives restent blanches. Bon. Et donc, on place ce qu'on appelle les racines sur lesquelles vont pousser les chicons. Les endives, on appelle ça des chicons. Bon. Et je parlais des olives, excuse-moi. J'ai une idée à poser. Non, mais c'est pour dire. Je vais expliquer pour dire. Et c'est pas grave, donc elle s'est dit, bon, bah, ma culture dure une vingtaine de jours, je rentre des bacs tous les jours, donc je vais faire des séquences de 3 semaines avec musique, 3 semaines sans musique. Et donc les lots d'endives recevaient entre 1 et 20 jours de musique. Et à chaque fois qu'elle sort des lots, il y a des feuilles abîmées par la maladie, elle est obligée de les éplucher, de les enlever, bon, elle perd de la production. Et puis ça fait une manutention supplémentaire. Et elle a constaté qu'on avait deux courbes. Il y avait la courbe du nombre de jours de musique reçus par les endives et la courbe des seconds choix. Et c'était deux courbes en opposition. Enfin, elle a dit, bon, au bout de 3 cycles, elle a dit, ça va, j'ai compris, j'arrête plus. Et depuis 7 ans, elle continue maintenant, elle nous paye aussi sa licence tous les ans. Voilà. C'est quoi ton type de protéine? Pourquoi je parle d'elle, indépendamment de cette expérience qu'elle nous avait faite, c'est qu'elle avait été élue, non, ça c'est moins intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ça. Elle a été élue au Parlement européen. Et donc, non, pas maintenant, c'était il y a 6 ans. Oui. Et alors, elle a, à l'époque, justement, elle était au Parlement européen lorsque cette maladie sur les oliviers est apparue en Italie. Et on s'est dit, bah, tiens, on va passer par elle pour essayer d'avoir des financements européens pour ça. Et eh bien, et alors, elle a essayé et elle n'a pas réussi à mobiliser l'Europe pour... voilà, bon, c'est l'objet pour la même raison, c'est que comme nous n'avons pas de revenus à la comité d'experts... Bon, c'est l'objet du débat. Nous ne sommes pas crédibles. Mais justement, on était là, bon, t'as fini des trucs, alors on a construit. On va parler des navets alors pendant que vous y êtes. Non, mais c'est ça, on n'a pas parlé des navets. On a envie d'écouter. Vous êtes chiant. Vous êtes chiant. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. C'est comment On est tous d'accord pour ce débat de dire qu'on n'est pas libre. On a dit, on fait le débat parce qu'après il y a le casse-croûte. Pourquoi débattre? On est tous d'accord. Faut penser au casse-croûte. De toute façon, Francis, on a eu l'essentiel. Voilà, on a compris. Bon, ça va, Michel. Michel, tu termines quand même ce que tu viens de dire, parce que j'en ai quand même alors, sur l'olivier aujourd'hui, le problème c'est que je n'ai pas de financement. Je saurais travailler. En Italie, il y a encore des zones dans lesquelles on a des champs fortement affectés, donc un peu moins. On pourrait mettre en place des témoins. Et comparer. Donc, voilà, je vais vous montrer. Ils n'ont pas de moyens. Et le principal frein d'ailleurs en développement des applications, c'est les protocoles d'évaluation des résultats. Parce que les maraîchers, c'est pas leur boulot de faire des protocoles. Et donc, on a souvent des cas où ils ne sont pas certains du résultat. En plus, quand tout est optimisé, si les maladies apparaissent, évidemment, on revient. La Commission européenne a refusé un financement pour quelque chose d'aussi important
Mais Ah oui, mais la- parce que, vous savez, quand il y avait l'épidémie de phylloxéra au début du XXe siècle, c'était une catastrophe pour l'Europe. Hein. Et ça veut dire que la Commission européenne, à l'époque, n'aurait rien fait non plus. Donc, elle ne sert à rien. Mais parce que ça passe par des processus que je connais bien. Avant l'entretien d'œuvre, j'étais expert en gestion d'innovation au niveau européen. Je connais tous les protocoles, j'ai participé à l'évaluation de projet, etc. Je connais tout ça. Mais vous avez... vous ne pouvez pas soutenir n'importe quoi. Il faut effectivement que ce soit que des experts scientifiques. C'est l'objet du débat. Les experts scientifiques, Il n'y en a pas. on peut soutenir ça. Il n'y en a pas des. Ben voilà. Voilà, t'as compris. Bon, alors, c'est le débat, quoi. Oui, oui, mais d'accord. Alors, c'est ce que je disais l'autre jour. Voilà, voilà, résultat. Ce que je vous dis, vous m'avez pas écouté, hein. Vous m'avez pas écouté, voilà les résultats. Je pense que Il est bloqué, il n'a pas de finance, il peut rien faire. Il n'a pas de financement, il peut rien faire. C'est lui qui est conférencier. Il a fini, là. Non, il n'a pas fini. Non, mais je pense qu'il a raison de dire d'être en colère. Il a raison. Moi, je suis en colère, moi, j'en ai marre. Et vous, je suis en colère après vous parce que vous n'êtes pas en colère. C'est terminé. Mais moi, je suis en colère, mais je n'exprime pas Je suis en colère, mais en jeté. La solution qu'on a trouvée, nous, c'est justement comme, a priori, on savait pas, je connaissais l'aventure de la liste, j'avais pas envie de revenir la même chose, et donc, non, mais on a choisi une stratégie que les stratèges appellent stratégie du jeu de Go, c'est de partir à l'extérieur, aller loin sur les bords du Damier. Alors attendez, alors justement, là j'aimerais vous reprendre. Terre à terre. Non mais justement, vous avez dit que vous alliez loin. Vous m'avez parlé du Japon. J'ai cru savoir que Joël avait des accointances au Japon. C'est marié avec une japonaise. Voilà, ça c'est vrai, c'est indubitable. Non, mais c'est vrai. Mais j'aimerais savoir où sont implantés les derniers développements du produit. Au niveau international, oui, la question était posée tout à l'heure. Alors, le Japon, il y a eu des essais de faire, mais il n'y a pas eu de financement. Il se trouve que Ils sont plus ouverts qu'en Europe, par exemple. en fait, non. Il y a un japonais qui est très ouvert et qui a publié 2 livres en japonais sur les travaux de Cerny-Meuron. Bon, le premier s'est vendu à 6 000 exemplaires, c'est quand même pas mal. Le deuxième, moins. Est-ce que ça a essaimé là-bas au Japon? Non, ça n'a pas essaimé, justement. Non, parce que il est tombé sur les mêmes freins. Il est tombé sur les mêmes freins de... Voilà, c'est le débat. Mais notre développement se fait, on a choisi, nous, on n'a pas choisi au Japon, c'est ce gars-là qui a traduit le carrément japonais, qui a trouvé ça passionnant, qui a écrit ses bouquins, qui a trouvé des gens pour faire des essais, mais ça n'a pas fait. Oui, mais non, mais nous, ce qu'on a choisi en France, c'est de créer une entreprise avec des investisseurs privés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les sommes apportées par nos actionnaires, entre guillemets, ça va de 300 € pour ceux qui ont mis moins, jusqu'à 50 000 € pour des personnes un peu plus fortunées qui ont mis davantage. Il y a des gens qui payent 50 000 €. C'est pas ton cas. C'est un radin. Tu les as, mais tu les donnes pas. C'est un radin. Bon, allez. Non, mais. Tu peux arriver d'intervenir à tort et à Je travers. le connais. Il est millionnaire. Milliardaire. J'ai jamais vu aussi radin. Multimilliardaire. Donc on a choisi, nous, de démontrer par la pratique que ça pouvait marcher. Voilà. En s'appuyant sur des agriculteurs qui ne se prennent pas la tête avec les théories, qui veulent des trucs qui marchent. Non, mais il faut populariser l'histoire. Voilà, justement. Alors, donc, est-ce que je peux prendre la parole? Sinon, vous allez... Je demande la parole. Dans le mur. Je demande la Bon, parole. alors c'est moi qui anime. Écoutez Nadia, alors, je donne la parole à qui? J'anime comment- Francis. Donc, on va lui poser des questions, Bon. chacun à tour de rôle, mais chacun d'entre vous, parce qu'il n'y a pas que Francis ici.